Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 20e numéro de la 2e saison de Andromag, votre émission entièrement consacrée à l'actualité Android, l'actualité Google, l'univers de vos montres, de vos smartphones, une semaine sur deux, en direct sur Watch TV. Alors ce soir, pour vous servir et pour répondre à vos nombreuses questions, j'ai réuni le gratin de la presse Android, des spécialistes Android avec moi au grand complet, presque. L'équipe de Android MT, la sympathique équipe de Android MT avec Mathieu Dos Santos que vous connaissez très bien dorénavant. Bonsoir Mathieu. Salut Samy, ça va ? Ça va bien ? Ça va et toi ? Et puis le petit nouveau. Bonsoir Jason. Jason, attends, je vais la tenter. Jason. Sominaden. Ouais. Voilà, du premier coup. Bonsoir, bienvenue Jason parmi nous. Merci, bien. C'est gentil d'avoir répondu à notre invitation. Écoutez, ce soir, Android MT est largement représenté. Exact. Parce que vous êtes des pros et parce que je vous aime bien. Alors, bienvenue. Et surtout, à mon avis, qu'on va devoir faire fort parce que l'équipe d'iWeek TV, donc t'as accompagné juste tout à l'heure, ont dû faire leur possible pour animer la WWDC, Ouais. qui était poussive. Hein. Alors, j'avoue aussi, vous êtes les seuls à inviter qui voulaient bien venir à 22h. C'est aussi pour ça. Non, je rigole. Alors, n'oubliez pas, chez vous, si vous nous regardez, de vous manifester, d'interagir avec nous, de participer au débat. N'hésitez pas à intervenir avec, comme vous voulez, le hashtag de l'émission @Andromag sur Twitter, ou alors le compte de l'émission directement @AndromagWatch. Ça, je le fais presque aussi bien que Marie. Je vous donne des petites nouvelles de Marie quand même, parce que je sais qu'elle a ses fans. Alors Marie, ça fait 2 émissions qu'on fait sans elle. Exact. Et j'en suis le premier attristé. Mais ne vous inquiétez pas, elle devrait être là pour la prochaine. Grosse annonce, attention, Marie sera là à la prochaine. Ouais, parce émission. que moi, sinon, je suis obligé de me travestir. Hein. Ça risque d'être chaud. À la prochaine, si elle n'est pas là, c'est toi qui mets la perruque. La perruque blonde. Et avec la chaleur qui règne dans le studio, je peux te dire que ça va donner. Oui, c'est vrai. Alors voilà, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à vous faire, à vous manifester. Aujourd'hui, on est sur un horaire un petit peu spécial. Mathieu l'a dit, l'émission a été décalée pour le direct en tout cas. Donc on passe à 22h au lieu de 20h d'habitude parce que à cause de Apple, hein. Ouais. Oh là là, ils nous embêtent même quand ils sont pas là, ils nous embêtent. Ils nous ont ennuyés pendant 2 heures et en fait, Quelqu'un peut dire, on est obligé de sauver les meubles, on est là. On a relevé le niveau, voilà. Bon, alors, bienvenue sur Andromag. Je vous donne rendez-vous après un petit jingle pour rentrer dans le vif du sujet, pour discuter d'actualité Android. À tout de suite. Voilà, avant de continuer, un petit rappel avec les partenaires de l'émission. Et comme d'habitude, on salue l'équipe de AndroidFrance.fr et de Gizmodo. Merci de votre fidélité depuis le début de cette émission. Alors, Mathieu, si tu veux, je peux bien te faire le petit sommaire de ce numéro 20. Hein, alors, ça va être très simple. Écoute, ce soir, je te propose un sommaire simple mais complet. Tu vois, un peu comme une bonne pizza. Ah, du condensé, hein. Les gens viennent se taper 2 heures de keynote Apple. Là, il faut. Mais là, faut y aller. Faut animer là. Là, alors côté annonce, si vous avez suivi la conférence Apple, et écoutez, là, ça va être plutôt pas mal non plus. Hein. Vous n'allez pas être déçus parce que il y en a dans tous les sens. Hein. Il y en a une actualité très 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 chargée depuis la fin du MedPi. Si vous avez, j'espère que vous avez été parmi nous pendant le salon, le MedPi qui s'est déroulé à Monte-Carlo il y a à peu près 2 semaines. D'ailleurs, on félicite toute l'équipe de Watch avec toi et Benjamin qui avait manié d'une main de maître le MedPi. Oui, alors on était au MedPi, on a couvert le salon, on était un petit peu partout, on était sur tous les stands. Énormément j'ai fait des minutes. Ouais. J'ai fait des minutes pour un petit peu dénicher les bonnes idées et les innovations du salon. Et puis on a fait une émission quotidienne en direct. On aime bien le direct, on aime bien interagir et puis être là pour histoire d'être présent et puis de vous faire vivre les salons tels que nous les vivons, nous la presse. Et on pense que c'est quelque chose de très important. Alors comme je le disais, ce soir un menu complet avec pour commencer une rubrique dédiée aux news Android où on évoquera bien sûr, alors attachez aux ceintures, les annonces
bien sûr de la Google I.O. 2015, la conférence dédiée aux développeurs Apple. On aura également les annonces Google, bien sûr. Ah bah oui, tu n'es pas encore sorti d'Highway TV. Bon voilà, si vous voulez de la conférence développeurs ce soir, vous allez en avoir. Je suis resté dedans. Donc voilà, alors les développeurs, c'est votre journée aujourd'hui. Après les annonces Apple, vous avez droit aux annonces Android. Et on va en faire le tour. Les annonces également de la conférence Lenovo Tech World. Lenovo qui a fait sa petite conférence de son côté, comme ça, en Chine, en annonçant des trucs. On a découvert ça. Des trucs plutôt sympathiques, on va en faire le tour. Et puis les annonces du constructeur Asus au Computex. Donc chacun fait ses petites annonces dans son coin. Nous, hop, on vous compile tout ça dans l'Andromac de ce soir. Ça, c'est la première partie. Puis en deuxième partie, une partie riche en test de smartphone. Et vous savez qu'on aime ça, qu'on aime vous proposer ça et puis avoir vos réactions là-dessus. Avec 2 smartphones qui font l'actualité en ce moment, le LG G4 et le Wiko Highway Pure. Le Wiko qui est un smartphone qui, d'après moi, lance le renouveau de la marque française. On verra ça tout de suite, plutôt en deuxième partie d'émission, parce qu'on va commencer avec les news, avec une rubrique news très 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 dense. Et on commence tout de suite avec Lenovo, Mathieu. Lenovo qui a donc tenu la Lenovo Tech World, donc comme je l'ai dit un petit peu en préambule tout à l'heure, la Lenovo Tech World qui s'est déroulée en Chine. À Pékin, et vous en avez un petit aperçu derrière moi. Alors c'est une conférence où il y avait beaucoup de journalistes, mais alors surtout de la presse, vraiment de la grande presse internationale ou alors de la presse asiatique, et qui a été, mais ils ont fait les choses en grand, j'ai envie de dire, Mathieu et Jason, parce qu'ils ont mis les moyens, et puis en plus ils ont fait des annonces assez fracassantes en termes de matériel, de smartphone et puis d'équipements connectés. Alors, ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est une smartphone d'un nouveau genre, puisque comme vous le remarquez, elle a un écran qui est un cadran rond. Ouais, une smartwatch, je crois. Voilà, une smartwatch. Une smartwatch avec un écran, un cadran rond d'une part, et puis juste en dessous, un petit écran déporté qui est carré. Voilà, on le voit là juste en dessous de la montre. Et on n'a pas vraiment de gros exemples d'applications. Enfin, en tout cas, à ton avis, à quoi ça peut servir, Mathieu ? En fait, donc déjà, il faut remettre dans le contexte les Lenovo Tech World, qui sont plutôt des projets d'avenir que plutôt des projets peut-être qui vont arriver, on espère très bientôt. Mais tout ce qui a été démontré, c'est des concepts. Et cet écran carré, tout simplement, Lenovo a essayé d'expliquer que l'idée était de pouvoir garder privé certaines informations, puisqu'on sait que souvent les gens ont tendance à regarder d'un petit œil quand vous êtes dans les transports en commun, notamment à regarder ce qui se passe sur vos écrans ou autres. Et une des mises en avant de ce concept était l'idée d'avoir l'info privée, de garder ces infos de manière privée. Après, l'idée aussi était également c'est via une technologie d'écran. Donc sur un tout petit carré, ils offrent alors je sais plus trop exactement la taille d'écran qu'ils proposent, mais en fait en regardant avec un œil, donc faut bien rapprocher la montre vers son œil comme ça. Bon, c'est une utilisation qui est encore un peu bizarre de faire comme ça avec son œil, mais peut-être qu'ils développeront après une stratégie un peu plus user friendly, on va dire, plus naturelle. Et l'idée c'est d'avoir un très grand écran sur une surface très petite. Alors tu as raison de le rappeler, Mathieu, ça reste à l'état de concept. Ce qu'on voit là à l'écran, c'est pas des produits qui vont arriver demain dans les étalages. C'est encore même s'ils ont annoncé que cette smartwatch était sous Android Wear déjà, donc on sait déjà sur quel système va tourner, pas sur un système propriétaire comme certains commencent à vouloir. C'est le concept en lui-même qui est sous Android Wear. On va rappeler son nom, c'est la Magic View. Et puis on rappelle que c'est la toute première montre connectée à 2 écrans. Alors ce qu'on nous dit un petit peu pour vous traduire la conférence, c'est que ce deuxième écran, comme tu le dis Mathieu, il sert à visualiser des informations complémentaires peut-être. On nous évoque comme type, en tout cas dans le communiqué de presse officiel, on nous dit que ça peut servir à lire une carte, ça peut servir à voir des photos, des vidéos, mais je suis un peu débutatif parce que vu la taille de l'écran, alors là on voit bien qu'on peut visualiser des photos, mais... Et surtout on aura l'air bête, être comme ça tout le temps. Bah oui, on aura une crampe au bout d'un moment. Et puis quid de l'autonomie, je sais pas ce que ça donne au niveau de l'autonomie, même si on a vu une petite explication sommaire de la technologie utilisée, et puis on a l'impression que c'est en fait un écran, enfin qu'on utilise une seule illumination de l'écran et qu'on déporte
Tout à fait. l'image sur l'écran carré, qu'il n'y aurait pas deux LCD. Mais je pense que cette technologie va aussi dans l'idée de la projection. Tu sais, en ce moment, Lenovo sort des produits avec des projecteurs intégrés et autres. On va en reparler juste après. Mais je pense que cet écran est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on regarde le tout petit écran et l'image sera projetée et on aura une sensation d'écran beaucoup plus grand. Eh bien écoute Mathieu, sans transition, on enchaîne sur le deuxième produit présenté par Lenovo et il s'agit du SmartCast. Un SmartCast, et donc, alors en quoi ça consiste? C'est un petit peu un smartphone un peu spécial. On vous laisse découvrir la vidéo, tiens, ça va être plus marrant. Et alors pendant que la vidéo était diffusée, moi j'ai regardé un petit peu vos tweets. Merci d'être là aussi tard et de participer avec nous à l'émission. Et puis alors Mathieu, ton idée de perruque blonde a été particulièrement appréciée. Par contre, on nous recommande de commencer l'émission plutôt à minuit. Hein. Oui, je crois que j'ai manqué une occasion de me taire encore. Hein. Voilà, pour une question publique, on commencera l'émission à minuit. Alors on revient sur le SmartCast, le Lenovo SmartCast. Alors complètement bluffante cette vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'on a vu, tout simplement, on a vu un smartphone, on ne sait pas grand chose sur ses caractéristiques. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a un objectif tout en haut, en tout cas un projecteur qui va permettre d'une part de projeter le contenu qui est stocké sur le téléphone, donc des vidéos, des photos sur un mur. Et pour ça, je dirais que c'est à l'instar de ce que fait déjà Lenovo avec sa tablette. Hein. Ouais, exactement. La Yoga Pro 3 donc, qui permet de projeter des films sur un mur avec une diagonale qui peut aller jusqu'à 50 pouces. Donc on serait sur ce type d'usage-là. Donc on projette du contenu multimédia sur un mur et puis, pam, on peut retourner ce projecteur et puis là, il peut projeter sur une surface lisse, je dirais. Il peut projeter donc une image, un clavier, en tout cas une surface qui serait elle interactive, sur laquelle on pourrait agir, pianoter, faire des jeux, etc. Là où je suis juste pas trop d'accord avec Lenovo, c'est que l'intégration du vidéoprojecteur sur un smartphone, on l'avait déjà vu, notamment sur un Samsung dont j'ai oublié le nom. Oui, le Samsung. Le Samsung Beam, exact. Beam, merci. Mais ce qui est intéressant, c'est cette nouvelle façon d'utiliser le vidéoprojecteur, donc avec cette partie interactive. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que l'ergonomie et le design de ce smartphone a été pensé pour ce projecteur, avec notamment la petite béquille sur le côté et ce côté rotatif. Il y a une vraie recherche au-delà du simple projecteur et le côté de le rendre complètement avec la surface sur laquelle il deviendra tactile. Et ça, c'est vraiment très très bien. Après, ça envoie du rêve, ça envoie du lourd. Maintenant, on reviendra sur les mêmes questions, quid de l'autonomie. Après, ça reste un concept, c'est pas... Un concept qui sera peut-être à bout d'un moment amené à sortir. Et là, quand t'as une tablette, tu vois un peu l'espace que tu peux utiliser pour mettre une batterie de grosse capacité. Et on a bien vu que même sur la Lenovo Yoga Tab 2 Pro, on a vu que l'autonomie c'était limite. Là, sur une taille de smartphone, il va falloir vraiment que les technologies de batterie avancent parce qu'ils prennent trop d'avance. Non, mais ça c'est sûr. Alors je vais vous donner les informations du communiqué de presse officiel, parce que c'est vrai que sur ce produit ça reste un petit peu mystérieux. Eh bien sachez que ce concept, donc le SmartCast, est doté non seulement d'un projecteur laser, donc pour pouvoir projeter ces surfaces parfaites, par exemple de piano ou de clavier, mais également d'un capteur de mouvement. C'est ce qui permet l'interactivité, et donc c'est ce qui permet aussi d'interagir
interagir différemment avec son smartphone. On a donc un grand écran qui est projeté sur une table par exemple, et puis on peut projeter dessus du contenu, mais aussi des jeux. On a vu par exemple Fruit Ninja, et on peut jouer sur une table éventuellement. Après, pour un usage totalement non mobile, donc chez soi, que tu branches sur un chargeur, ça peut faire sens. Hein. Ah oui, ça Ils peut n'ont faire pas sens. complètement tout faux. Hein. Alors pendant ce temps-là, sur Twitter, ça réagit, dis donc, il y a du monde. Merci d'être là. On nous demande des liens vers ces vidéos, on nous demande des liens vers la musique des vidéos. Ben écoute, c'est notre copain Pierre-Alexandre de Andro Games qui nous demande ça. Et ben écoute, Pierre-Alexandre, tu peux aller voir du côté de la chaîne YouTube de Lenovo, la chaîne YouTube officielle bien sûr, de Lenovo Monde, hein, pas Lenovo France. Les vidéos y sont et puis tu pourras te régaler. Alors voilà, on enchaîne alors avec le dernier produit présenté dans le cadre de cette Lenovo Tech World, hein, cette conférence, c'est le VibeShot. Alors le VibeShot, c'est encore autre chose comme concept. Je vous propose de le découvrir tout de suite en vidéo. Alors c'est carrément et tout simplement, je dirais, un smartphone fait pour les amateurs de photos. Je dirais les amateurs aguerris de photos, qui est fait pour eux, qui rappelle un peu le photophone qu'on a connu dans ces dernières années, hein, Mathieu. Oui, exactement, ce qu'on voit notamment même chez Asus avec les derniers Zenfone. Alors, mais là, c'est encore plus poussé. Alors, figure-toi que sur le VibeShot, ils ont mis un capteur de 16 mégapixels, donc c'est plutôt classique. On est dans le haut de la fourchette, hein, dans ce qui est proposé en termes de résolution. Mais on a aussi un mode photo pro qui est intégré au smartphone et sur lequel on peut faire tous les réglages, on peut tout régler manuellement. Hein. On a aussi donc un écran 5 pouces qui est en Full HD. Alors c'est étrange parce que sur ce smartphone-là, on a des caractéristiques assez précises hein, quand même. Oui, donc c'est ce qui annonce un produit sûrement bientôt, qui arrivera bientôt, mais notamment que en Asie, puisqu'on sait que Lenovo ne fait pas de smartphone hors d'Asie et qu'ils s'appuient sur Motorola, le rachat qu'ils ont fait notamment pour les nouveaux smartphones. Donc malheureusement, on risque pas de le voir chez nous. Peut-être on le verra sous le nom de Motorola en Occident. Peut-être une déclinaison Jason chez nous. Oui. On sait pas un peu, parce que c'est un peu coupé en deux. T'as Motorola d'un côté, Lenovo de l'autre, et à un moment ils vont peut-être falloir qu'il y ait une synergie entre les deux, parce que ça va être compliqué à gérer, deux entités tellement différentes. Deux marques comme voilà. ça. Ouais. Alors sur ce, on a aussi comme autre info ça sera un octa-core Snapdragon. Bien sûr un processeur 64 bits en 4G, qu'il aura 3 Go de RAM. Et qu'il aura 32 Go de stockage interne, avec éventuellement une extension de 128 Go en micro SD. Snapdragon, on est sûrement sur le 810. Hein, voilà, et puis sortira en Android 5.0. Donc a priori celui-là, finalement c'est le moins exotique des 3 produits. Et donc celui-là on y croit et il sortira a priori en Asie. Pour l'instant, écoute, voilà Mathieu, ce qu'on pouvait dire un peu sur cette Lenovo Tech World. Je vais vous laisser la main à toi, à Jason, pour nous faire un bilan de la Google I.O. Et puis en commençant peut-être par présenter ce que c'est que la Google I.O., Mathieu. Alors la Google I.O. c'est un peu l'équivalent de ce que vous avez vu juste avant à la WWDC, donc c'est une conférence qui est dédiée aux développeurs. Google d'ailleurs l'a fait au même endroit que la WWDC à San Francisco, au Moscowitz Center, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est Mosconi, pardon. Ouais. Je savais que je prenais un risque en essayant de le dire, mais. À cette heure-ci, on se pardonne tout. Raté. On est en heure sup, là. Hein. Et donc, du coup, l'idée, c'est de réunir les développeurs, de les draguer et de les driver un peu sur les nouveautés. De les séduire, hein. Oui, voilà, et de les séduire et de les mettre sur les nouvelles voies que compte entreprendre Google, notamment avec une nouvelle version, par exemple, d'Android qu'on a vu. Tu fais bien de le dire, c'est surtout une conférence où on va parler software plus que hardware. Voilà. On va parler de toutes les nouveautés d'Android, les nouvelles versions d'Android, dans l'occurrence Android M. Voilà. Et que de tout ce que ça va permettre de faire et des nouvelles façons de développer des applications, par exemple. Hein. Alors ce qui est drôle, puisque tu fais bien de me le dire par rapport à Android M, c'est que tout le monde s'attend à chaque fois à ce que Google annonce le nom de la future version. Et en fait à Google I.O. faut savoir que c'est pas souvent qu'il est dit, c'est rarement, même l'année dernière. Ils attendent un autre événement où ils vont annoncer sûrement les nouveaux Nexus pour cette occasion, pour dévoiler enfin le nom final. Voilà, il y a plein de noms qui circulent. On attend de voir. Moi je me risquerai pas. On attend de voir. L'an dernier ils ont fait un truc bizarre, puisqu'ils
ils ont un peu lié le nom de la version à une marque avec de friandises. mais après ils ont fait le Lollipop. Après il y a eu le Lollipop, donc on verra ce qui se passe cette année. Peut-être M&M's. Pourquoi pas. Alors on y va pour la liste des nouveautés. On commence peut-être par Android M justement. Android M tout simplement. Alors les grandes features, les fonctionnalités qui seront dans Android M, c'est déjà la prise en charge par Google des empreintes digitales. Donc il y aura pour les développeurs qui me comprendront, une API qui permettra d'interagir avec l'empreinte digitale, et c'est également une bonne chose puisque tous les constructeurs partaient un peu dans leur sens pour intégrer un empreinte digitale, et là ils n'auront plus qu'à mettre l'intégration hardware et Google s'occupera du reste. Très bien. Donc on a ça, on a aussi également le système de permission qui arrive. Donc en fait, système de permission, c'est quelque chose de très cher pour les gens de chez qui ont un peu peur même de Google et des développeurs qui va vous permettre de gérer les accords que vous donnez aux applications. Typiquement, alors ça existe déjà, Mathieu. Donc il y a déjà un système de permission. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau Voilà. Là, on aura la possibilité de désactiver certaines permissions dans des applications. Typiquement, si vous avez une application qui va lire vos contacts et que vous n'avez pas envie, vous allez pouvoir désactiver cette application. Ouais, j'ai vu notamment qu'on pouvait aller regarder, lister les autorisations par application, éventuellement les décocher individuellement les unes des autres, alors qu'actuellement on est obligé d'être tout accepté de bruit comme ça, de façon globale, hein, toutes les permissions d'une application. Et ce système-là sera que disponible pour les applications développées spécifiquement pour Android M. Ouais. Donc c'est-à-dire si on prend une application qui est développée pour KitKat par exemple, on ne pourra pas choisir. Ça ne sera pas natif. Non, ce ne sera pas natif. Il faudra passer par d'autres applications tierces, comme par exemple APK Permission Remover, qui permet de faire la même chose. Alors j'ai vu aussi, et ça par contre ça m'a bien séduit, aujourd'hui quand on installe une application sous Android, on nous demande à l'installation d'accepter les permissions. Et dans Android M, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus nous demander ces permissions-là à l'installation, donc on va pouvoir installer n'importe quelle application, et c'est à l'utilisation des applications qu'on va nous demander individuellement si on accepte telle ou telle permission. Donc, par exemple, il y a eu la démonstration qui a été faite avec WhatsApp, sur lequel l'application était installée, et puis à un moment donné, la personne veut envoyer un message vocal, et c'est à ce moment-là qu'on lui demande la permission d'accéder au microphone. Donc c'est vraiment à l'usage, ça fait peut-être moins peur aux utilisateurs, effectivement. Mais en fait, au final, c'est de donner un plus grand contrôle parce que Google connaît un peu l'image qui renvoie, cette image de Big Brother où c'est un incubateur de données et on ne sait pas trop ce qu'ils en font derrière. D'autres, pas mal de gens pensent qu'ils vivent d'ailleurs de la data, hein, ce qui n'est pas faux. Mais du coup, sur cette keynote-là, enfin sur cette on dit pas vraiment une keynote. Sur cette Google I.O. là, il y a vraiment ce côté où Google a tenté de rassurer les utilisateurs, hein, notamment même je vais faire juste un petit aparté sur Chrome. Ils ont intégré maintenant ce qu'ils appellent le compte utilisateur qui permet de lister tout ce que Google sait sur nous. Et de contrôler de façon centrale. Une meilleure gestion. Google essaie de se racheter une image sur celui-là. Ensuite, autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la fonctionnalité qui s'appelle DOZE. Oui. D-O-Z-E, et qui est très intéressant notamment pour l'autonomie. C'est-à-dire que si l'appareil il est comme maintenant posé quelque part, grâce à tous les capteurs qu'on a dans les smartphones, hein, l'accéléromètre, le gyroscope, etc., il va pouvoir passer des applications en veille. C'est-à-dire que des applications qui tournent en permanence et qui vont scruter la moindre chose pour pouvoir nous alerter. Et qui pompent la batterie. Voilà, et ben là, typiquement, on va pouvoir mettre en veille certaines applications qui va permettre de gagner en autonomie. Hein. D'ailleurs, ils ont fait un comparatif de leur côté, hein, c'est Google qui l'annonce. Android L versus Android M en autonomie en veille, attention, en veille, on gagne 2 fois plus. D'accord, ça veut dire que la nuit, quand on va dormir, le téléphone aura 2 fois plus d'autonomie. Voilà, exactement. Et une des dernières fonctionnalités pour être complet sur les grosses annonces, c'est la prise en charge de l'USB type C, ce qui va donner notamment une recharge plus rapide du smartphone et qui va permettre de gérer toutes les nouvelles fonctionnalités qu'intègre l'USB type C qui fait passer tout, la vidéo, l'audio. Et oui, l'alimentation. Voilà. Oui. Voilà. Rappelons alors l'USB type C, c'est quoi ? C'est tout simplement le futur de notre prise USB, hein, de notre connecteur USB. Qui est réversible. Et qui est réversible, donc on va pouvoir... Voilà. On pourra brancher dans le noir.
On va pouvoir enfin brancher son téléphone dans le noir, comme tu dis, d'un côté ou de l'autre, il n'y aura pas de sens. Voilà. Et puis qui est très petit, très compact, et puis qui a plus de débit, donc qui va permettre de faire pas mal de choses. Et qui est pour le moment disponible sur le nouveau Mac d'Apple, MacBook, et sur le Chromebook. Et sur le Chromebook. Qui lui en a 2. C'est un petit message pour Apple. C'est mon petit cadeau de ce soir. Il en a 2 fois plus. 2 fois plus. 200%. Voilà pour Android M. Alors Android M, c'est aussi Android Pay. Android Pay. Hein, et là-dessus, alors je crois que vous avez vu des donuts, on vous a donné faim, alors on vous rassure, nous aussi on a faim. On a une vidéo à vous montrer justement autour de Android Pay et du nouveau système de paiement imaginé par Google. Vous verrez, la vidéo donne plutôt envie. On regarde ça. I say dance, you say dance. I say friends, you say France. You like mornings, I like nights. You're from Adelaide, I'm from Hobart. I say pot, you say pint. I say ooh, you say ah. Et voilà, c'est fait. Android M, Android Pay, ça arrive. Ouais, et ça a l'air simple comme bonjour. Ça a l'air très très simple de débiter la carte bancaire. Hein. Voilà. Je pense que ça va aller à une vitesse, ça les amis. C'est nos banquiers qui vont... Et qui vont apprécier. Hein. Ouais. Oui, parce que alors ce que dit Google, c'est qu'en effet, et on voit un petit peu derrière nous Pichai. Sundar Pichai qui est le grand patron d'Android. Oui, monsieur Android Monde qui est derrière nous. Ça c'était pendant la conf, pendant effectivement cette Google I.O. 2015. Et effectivement, donc Android Pay faisait partie des annonces majeures. Voilà, après Apple Pay, après Samsung Pay, et ben Android Pay, tout le monde paye. Voilà. Et Samy tout paye. On peut se le permettre, il est tard les amis, si vous regardez cette vidéo. Celle-là, on la garde. On est désolé. On la garde. Allez, là le plateau c'est les grosses têtes maintenant. Voilà, bah écoutez, donc Android Pay, pardon. Qui vient succéder à Google Wallet. Voilà. Google Wallet est mort. Oui. Et Android Pay arrive à la place et ça va permettre de payer très simplement, à condition d'avoir un téléphone qui est NFC. Et d'avoir effectivement un terminal de paiement qui est compatible. Maintenant, ce qu'on peut se demander aussi, Samy, c'est qu'avec la multiplication des solutions qui a existé entre Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay, PayPal aussi. Il va falloir s'y retrouver. Ça va être très très compliqué. C'est peut-être un peu fait exprès aussi. Hein. Et je pense que les banques auront peut-être envie de se rebiffer parce que là, en fait, ils prennent le monopole. Oui, mais de toute façon, ça c'est des services bancaires qui sont bâtis en accord avec les banques. Hein. Donc il faut que les banques soient partenaires. En accord ou sous la contrainte. On sait pas, mais on verra ce que ça donne et puis on verra surtout si ça arrive en France. Et ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, avec l'arrivée de l'empreinte digitale, on pourra aussi également sécuriser ces paiements. Ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi une chose, apparemment, à la différence d'Apple, Google ne prendrait pas de commission pour les paiements. Parce qu'il se base sur le système de Visa. Donc du coup, ça sera Visa qui prendra les commissions. En fait. Ils ont toujours fait ça, Google, hein, pour tuer la concurrence. C'était vrai c'est vrai pour le cloud, c'est vrai pour Google Images dernièrement. Même Android, hein, c'est gratuit. Ouais. Et on verra ce que ça donne dans un futur proche. Il y a eu aussi des annonces autour de Android Wear. Qui c'est qui va me parler de ça ? Alors Android Wear, je vais continuer puisque j'y suis. J'ai une vidéo pour illustrer un petit peu tes propos. Tu vas, on va passer à la vidéo suivante. Justement, je pense que tu vas me parler d'écran toujours allumé, Mathieu. Ouais, exact. Tu as tout alors vas-y, raison. regarde, il y a une application là en direct, donc on a une utilisation de l'application pour faire ses courses. Ouais, exact. Et donc la nouveauté aussi dans ce nouveau Android Wear qui est déjà d'ailleurs déployé.
Moi, ma moto 360 l'attend toujours. Et ce qui était un peu inquiétant, c'est Sandar Pichai, si tu nous entends. Voilà, ce qui est inquiétant, c'est que on a vu Motorola qui a dit que pour le moment, c'était toujours pas optimisé. Alors regarde ce qu'on voit à l'écran là, c'est le même écran que tout à l'heure, voilà. Sauf que là on est passé en mode veille. Voilà. Et là la magie de ça, alors j'adore cette mise à jour, va en fait tout simplement nous garder à l'écran la dernière image affichée avec un mode économie d'énergie, c'est-à-dire que tout va s'afficher en noir et blanc, mais on va garder l'information à l'écran sans avoir besoin d'allumer et de consommer de la batterie. Et je peux te dire que je suis vraiment jaloux parce que ce qu'on voit, c'est la moto 360 là, qui est pris en exemple et que moi, pour l'instant, la mienne, elle attend toujours. Ils l'ont toutes. Tous les exemples sont sur la 360. Je sais pas voilà. Si remarqué, Donc, si on peut aussi revenir sur Android Wear, c'est qu'ils ont annoncé 4000 applications disponibles et 1500 watch face. Donc, les watch face, c'est les fameux thèmes d'horloge qu'on peut changer. Il y en a des très rigolos. Voilà. Là, la mise à jour, en fait, ce qui était un peu étrange sur la Google I.O., c'est qu'ils parlaient de quelque chose qui allait déjà être disponible, mais dans laquelle ils ont un peu agrémenté avec de nouveautés, c'est la fameuse mise à jour Android Wear 5.1.1. Donc je sais qu'elle est déjà disponible sur ceux qui ont la première LG G-Watch, la toute première version. La carré. Voilà. Donc on a également aussi des grosses fonctionnalités comme la prise en charge du Wi-Fi. C'est-à-dire que si on s'éloigne un peu trop de son smartphone, et ben grâce au Wi-Fi, on va pouvoir avoir une plus longue portée et toujours avoir les informations. Comme tu disais, donc les écrans toujours allumés. Et une nouvelle fonctionnalité, la gestuelle, pour pouvoir naviguer dans les menus. Alors ça, c'est un peu gadget, mais moi ça m'a plu parce que bon, des fois, si t'as la main occupée pour naviguer dans les menus, faire un mouvement comme ça du bras et de voir ton écran défiler. Voilà, comme tu dis, ça consiste en fait à bouger le bras, le poignet, et ça va faire descendre pour naviguer dans les écrans. Voilà. Après, à eux de nous vendre le truc correctement. Bon courage. Bon courage aux développeurs surtout. Et on a la fameuse possibilité de dessiner des émoticônes. On vous dira pas où est-ce qu'on a déjà vu cette fonctionnalité. Ça serait pas très bien de notre part. On peut dessiner des émoticônes à l'écran de la montre. Voilà, exactement. Tu dessines, mais en fait, ce qui est bien, alors ce que j'ai entendu dire entre les personnes qui ont déjà une Apple Watch, c'est qu'ils disaient l'avantage sur celle de Google, c'est que les émoticônes sont celles qui sont déjà existantes, tu sais, les petites. Exactement. Et il y en a plein qui se plaignent des émoticônes d'Apple qui sont un peu flippés, tu sais, avec ces animations et tout. Voilà, c'est une question de goût. Mais voilà pour les nouveautés d'Android Wear, donc façon Android Wear qui était déjà en cours de déploiement et qui a été agrémentée de nouvelles petites fonctionnalités qu'ils ont profité de nous rappeler à la Google I.O. Merci Mathieu. Je te propose de finir avec Google Photos, qui est la grosse actu quand même de la semaine dernière. Alors là, je peux vous dire que on peut pas négliger ça. Et puis après, on va arrêter sur la Google I.O. Je crois qu'on a parlé des sujets principaux pour passer à la suite. Google Photos donc, Mathieu. Google Photos. Alors là, ça a été l'annonce de la soirée puisque Google a fait son cadeau de Noël avant l'heure, j'ai envie de te dire. Exactement. En offrant le stockage illimité de nos photos. Incroyable. Et les photos qui étaient autrefois compressées, alors j'ai plus la taille de compression qu'on avait avant, maintenant passe à 16 mégapixels et la vidéo en Full HD. Donc autant te dire que là, ça va être des gigas et des gigaoctets qu'on va tous consommer et qu'on va tous s'empresser. Voilà, qu'on va tous s'empresser de mettre nos photos et nos vidéos personnelles directement chez Google, qui va être très heureux de recevoir nos infos. Et comme ils ont l'idée de taper bien fort, je pense notamment à la WWDC, et ben les utilisateurs d'Apple et d'iOS seront également compatibles. Donc, oui, complètement. Google, vous alors comment ça se passe en pratique? L'application est déjà disponible. Voilà. Elle remplace la précédente application qui s'appelait Photo aussi. Tout à fait. Qu'on retrouvait notamment dans Google Plus à l'époque. C'est ça. Et je me souviens quand tu voulais faire tes effets ou tes petits montages d'albums qui sont très sympas à faire, je vous recommande d'essayer parce qu'une fois qu'on a testé, c'est très simple. Les montages automatiques. C'est génial. Avant, il fallait aller sur Google Plus pour faire tout ça. Et là, on a une application complètement dédiée et très très simple d'utilisation, très épurée. Sur les smartphones. Là, on la voit à l'écran. Il y a aussi la recherche qui est vraiment très très impressionnante parce que tout simplement, vous allez pouvoir chercher par mots-clés et vous n'avez pas à avoir indexé vos photos auparavant. Vous tapez, alors moi j'ai essayé, j'ai tapé chien, chat, et donc ça vous sort toutes les photos de chiens et de chats dans vos milliers de photos.
C'est juste bluffant. Et pour dire aussi à quel point, pour aller encore plus loin dans le côté bluffant de la chose, c'est qu'ils savent faire des recherches antéchronologiques. C'est-à-dire que, admettons, on va prendre tes enfants qui grandissent de jour en jour. Toi, tu vas tout donner à Google Photos, qui sera ravi de les écouter. Et le jour où tu feras une recherche sur tes enfants, tu pourras revenir à un âge où ils seront tout petits, jusqu'à plus grand, et Google saura reconnaître avec un algorithme. C'est impressionnant. C'est vraiment bluffant. Voilà. Testez-la, elle est déjà disponible sur le Play Store. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit comme d'habitude avec nos copains de chez Google. Allez, on passe à la suite. Allez, dernière conférence dont on voulait vraiment vous parler, c'est celle d'Asus. Asus qui a profité du Computex plutôt. On va vous passer des images d'ambiance pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à Taipei. Le Computex, alors ce salon-là, il est un peu loin, on n'y va pas. Donc on vous a ramené des images. Donc voilà Mathieu, c'est le grand salon un petit peu de Taipei annuel, et puis forcément on a les marques locales qui y participent fortement. Là on voit par exemple le stand de Asus, assez impressionnant. Mais je reviens dans ce que tu dis, si un jour ils veulent nous inviter, on sera ravis de faire le déplacement. Oh bah oui. Donc moi je connais pas Taipei, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors ce qu'on nous a montré, on va passer vite parce que l'heure tourne, chers amis, et on aimerait bien vous parler de plein d'autres choses. On nous a montré deux choses en particulier. La première chose, et il y a déjà la vidéo officielle qui est disponible et qu'on va vous passer dans quelques instants, c'est une nouvelle version de la ZenWatch, donc qui s'appelle tout simplement la ZenWatch 2. Et qui, je vous rappelle, succède à la ZenWatch première du nom qui avait été annoncée à l'IFA l'année dernière, à l'IFA 2014, donc on est au mois de septembre. Et ben déjà voilà, on a le successeur de cette smartwatch. On a déjà une deuxième version, mais qui, j'ai envie de dire, ressemble beaucoup à la première. Oui, qui ressemble beaucoup à la première. Après, on sait que on a souvent du mal avec les produits Asus. Ils ont du mal à arriver jusqu'à nous en France. Et en fait, souvent les produits, quand on les reçoit, on a cette frustration avec Asus d'avoir le nouveau produit qui arrive peu de temps après. Voilà, parce qu'ils ont des soucis d'approvisionnement. Et c'est ce que nous confie souvent Asus. Quand il y a un produit qui va arriver, ils se risquent jamais trop à nous donner des dates parce que. Alors par contre, ils ont mis le paquet en ce moment sur le Zenfone 2, il y a des promos partout, etc. Tout à fait. Donc, tout à fait. Alors, mais c'est ZenWatch 2 qui sont très intéressants parce qu'au niveau de la personnalisation, notamment du bracelet, ils ont et fait. même au niveau design, ça sort du lot. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs justement, Jason, moi, tu parles du design, parce que la montre j'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup évolué par Elle a plus arrondi. Pas beaucoup évolué au niveau du design, mais je trouve que l'aspect en elle-même sort du lot par rapport aux autres smartwatches. C'est pas du carré ni du rond, c'est un peu entre les deux. Elle ressemble à une vraie montre. C'est arrondi, voilà, ça ressemble à une vraie montre. Après, le seul problème que je trouve, c'est l'intégration de l'écran au niveau du châssis et c'est-à-dire on voit que l'écran les bordures les bordures en fait, c'est ça. Alors moi c'est ça qui me gêne. J'ai en bas il y a un gros centimètre entre l'écran et le bord, et c'est ce qui est dommage. S'ils avaient mieux choisi le plastique, peut-être ça aurait pu passer mieux avec la bonne là je trouve moi ce bezel là, la grosse marge en bas et en haut entre l'écran et le bord, il me gêne. Alors par contre ce bracelet me fait beaucoup rire parce que c'est le même que sur la Apple Watch, si je dis pas de bêtises. Ils ont repris les codes design des montres. Comme quoi, et même la vidéo en elle-même, on a l'impression c'est le bracelet milanais. Oui, c'est vrai que en plus elle a une forme qui rappelle l'Apple Watch, ce qui est clair. Ouais. Alors concernant cette montre, donc la ZenWatch 2, ce qui est mis en avant vraiment, c'est son élégance et le fait qu'elle se rapproche d'une montre classique, j'ai envie de dire. Elle est personnalisable à souhait, puisqu'elle sera disponible en deux tailles. D'une part, en 3 couleurs de boîtier. Donc au niveau du boîtier, on a une version argentée, une version... on a 3 couleurs comme ça. Et puis les bracelets, j'en parle même pas. Il y en a toute une ribambelle. On a aussi et ce qui change par rapport à la première ZenWatch, c'est qu'on a une couronne métallique autour du boîtier. Ce qui est pas près de leur servir avec la comparaison de l'Apple Watch. Franchement, c'est vrai que c'est assez violent, franchement. Et puis on a ce qui est nouveau. Donc elle est IP67. Ça, c'est l'étanchéité, donc une résistance à l'eau et à la poussière. Ça, c'est une très bonne chose. Et deuxième chose, elle a un nouveau chargeur sans fil. Et ça c'est sympa, parce que là, on se rapproche de ce que fait un petit peu Motorola avec la 360. Qui est un régal à déposer sur ton chargeur, sur ton socle, comme ça, le soir. Ça fait presque plaisir de la déposer. Ouais, c'est génial.
Bon, on passe à la dernière. On n'a pas d'image, il n'y a pas encore de vidéo officielle autour de ce produit, mais ils ont aussi annoncé, allez, on va le dire rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ils ont annoncé là le Zenfone Selfie. Vous avez un petit peu suivi ça, c'est une sorte de Zenfone 2, mais avec un gros accent dédié au selfie, quoi. Hein. On y est là, on est dans des produits spécifiques là-dessus. Ça rappelle vraiment ce que faisait aussi HTC, hein, avec le HTC Eye. Oui. De toute façon, en ce moment, on se rend compte que l'univers du smartphone tourne très 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 proche de la photo. Hein. On voit que de plus en plus, ils essaient de grignoter et d'inviter les gens à enlever leur compact, pardon. Pas encore les réflexes, mais les compacts, pour passer au smartphone avec des capteurs qui commencent à faire des photos de plus en plus de qualité encore plus excellente. Ouais. Alors en plus j'ai vu, on a un capteur avant et arrière, et donc ils ont la même résolution, et puis on a aussi une espèce de béquille qui permet de tenir le téléphone quand on prend des selfies un peu pour remplacer une perche à selfie. La perche à selfie, ouais. Ils ont poussé le concept très très loin. Le produit qui va sûrement faire carton en Asie. Hein. C'est vrai que c'est des professionnels du selfie. Ça c'est sûr. Bon alors les amis, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur l'actualité, un peu les news. On a essayé de vous résumer un peu les news de cette dernière quinzaine de façon condensée, mais on va se laisser un petit peu de temps pour revenir sur ces deux produits. Vous le connaissez, le G4, celui-là, je sais pas si vous le connaissez, vous allez très bientôt le connaître, il est très impressionnant. C'est le Wiko Pure. Après une courte coupure, on revient tout de suite. Et je vous remercie de vos réactions sur Twitter. Et je sais pas si tu remarqueras, Mathieu, que donc la blague sur Sami to Pay est en train de faire des émules. Ah oui. Oui. Ah oui. Pendant ce temps-là, le G4. On a la secrétaire qui tape derrière. Tac, tac, tac. Le G4 réclame son temps de parole. Allez, on vous remontre un petit peu peut-être cette vidéo en fond pour vous resituer le produit. On avait fait une émission spéciale G4, c'était il y a 2 émissions à peu près. Avec un invité de chez LG. Avec un invité de marque, on avait reçu le patron du marketing de tout LG, Stéphane Curtelin, qui était venu nous parler de son dernier petit bébé. Et bien oui, ça y est, on l'a reçu, on a le G4, on l'a reçu en test chez nous. On va peut-être vous rappeler les caractéristiques de ce téléphone qui est haut de gamme. Donc on parle d'un téléphone de 5,5 pouces de diagonale, avec un écran... IPS Quantum, je t'en envoie plein les mirettes. Avec la technologie LG Display, qui est aussi qu'on retrouve sur les téléviseurs de la marque LG, avec on en a toujours plus, donc on a 20% de couleurs en plus par rapport au LG G3, on a plus de luminosité, plus de contraste. Il sort bien sûr directement en Android 5.1. Et puis au niveau stockage, on a donc 32 gigaoctets, une carte SD, il y a 100 gigas qui sont offerts sur Google Drive pendant 2 ans. Tout possesseur du G4 et le processeur, je ne sais pas si tu te souviens, on avait posé la question 808. Justement, on est sur du Snapdragon 808 et non pas du 810. Au niveau des appareils photo, des optiques, on a 16 mégapixels à l'arrière et c'était un point important, une ouverture à 1,8, donc vraiment une optique très lumineuse, de façon à pouvoir capter le plus de lumière possible. Un record d'ailleurs sur les smartphones. C'est le record sur les smartphones. Ils sont habituellement, enfin pour les hauts, ils sont à 1,9. Et alors rappelle-moi, le G3, il était à combien? 1,9 ou 2? Bonne question. En tout cas, ce qu'on nous annonce là, c'est que le G4 capte 80% de lumière en plus que le G3. Ah oui, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on a presque doublé le nombre de lumières, la quantité de lumière qui est captée par le capteur, et du coup la possibilité de faire des lumières en basse luminosité ou de personnes en mouvement. Ouais, des clichés encore plus lumineux. C'est ça. On a aussi un mode optique, un mode photo qui est manuel pour les experts, et puis la possibilité d'enregistrer de ces photos directement en JPEG et en RAW. Donc là encore, on s'adresse aux experts en photo. Pour pouvoir faire de la retouche derrière. C'est ça. On a aussi une grosse avancée sur le capteur avant, où on était en 2 mégapixels sur le G3, on est passé à 8 mégapixels sur le G4. Donc c'est un grand pas en avant. Et puis après, on a une batterie de 3000 mAh.
qui est identique à peu près à celle du G3. Un stabilisateur optique pour la vidéo. C'est ça, un stabilisateur. Et puis on a peut-être quelques petites améliorations logicielles sur Zen UI, mais pas grand-chose de nouveau là-dessus. Sur l'interface d'LG. Ouais. Sur l'interface d'LG, sur la surcouche de LG. Alors je vais vous le présenter un petit peu. Alors je sais pas si on a notre caméra. Dites-moi en régie. Si on a caméra hélicoptère. Si on a notre caméra, comme ça on va pouvoir vous le montrer de plus près un petit peu à quoi il ressemble. Je vais essayer de me caler. Vous auriez vu que d'ailleurs Samy a dégagé mon téléphone juste à côté. Il m'a dit hop là, violemment. Il m'a dit, oh là là. Voilà, en fait, ce qui est vraiment remarquable sur le G4, finalement, je devrais peut-être le retourner, parce que c'est son dos. Je sais pas ce que tu en penses, Jason, par exemple. Est-ce que tu as pu le manipuler, voir pas du tout. Voir à quoi ça ressemble, parce que on rappelle donc qu'il a un dos sur l'une des deux versions. Les amis, je comprends pourquoi on a passé ce programme à 22h. Ça caresse le cuir, je vous raconte pas. Soirée saine, bientôt qui en moustache. Il y a une version cuir. Sur la version haut de gamme, j'ai envie de dire, qui est disponible avec un dos en cuir. Alors c'est du cuir véritable. Pleine fleur. C'est pas du simili-cuir qu'on a pu le voir précédemment sur certains terminaux, notamment il y a un Samsung Note qui était en simili-cuir. Là on est sur du vrai cuir. C'est vraiment étonnant au toucher. Et on a un procédé, un tannage qui a été fait. Et voilà, on a et ce qui est vraiment drôle, c'est que la coque est détachable. Elle reste détachable. Et puis d'un côté, on a donc une coque qui est en plastique. Et on voit qu'en fait le cuir est collé. C'est juste un revêtement final. C'est juste un revêtement. Il est collé sur cette face en plastique qui garde, d'ailleurs, on voit ici le capteur NFC. Et ma foi, pour l'avoir utilisé là pendant une bonne semaine, c'est plutôt costaud. Je me demandais ce que ça allait donner en termes de solidité, etc. Il n'y a pas eu de rayures. Les coups d'ongles et tout ça, non, ça va, il supporte bien. Vraiment, je ne l'ai pas ménagé, mais je pense qu'ils ont assez bien travaillé la chose pour que ça soit résistant. D'accord. Voilà le choix entre le cuir et le plastique. Oui, alors en plus pour la version qui est la plus haut de gamme, alors on va peut-être rappeler le prix, c'est peut-être le moment de rappeler le prix pour savoir de quoi on parle. On est sur un terminal qui est vendu, aujourd'hui j'ai regardé, entre 600 et 650. Donc on est quand même en deçà de... Même du prix qu'ils avaient annoncé à l'époque, 699. Mais ça, LG, ils sont spécialistes. Ils ont voulu baisser et être, par rapport à Samsung notamment, je l'imagine. Ouais, pour être compétitif, tu veux dire. Oui. Alors c'est vrai que c'est un marché qui est très disputé. Et sur lequel c'est la guerre des prix, et les prix sont annoncés c'est un petit peu des coups de bluff, c'est vrai que quand on a envie d'un smartphone haut de gamme, c'est vrai que c'est une très très bonne alternative pour qui n'a pas envie de se ruiner dans un smartphone. Pour un Galaxy S6 Edge, on part dans des sphères à 800 €, et là on a quelque chose de très bien, de très compétitif à 650 comme tu le dis, donc c'est la meilleure offre pour le moment. Alors moi, ce que j'ai justement, mes petites remarques, puisqu'il s'agit d'un test après tout, moi j'aime beaucoup je trouve qu'il finalement il ressemble au G3, il rappelle le G3 par son aspect, son apparence. Les petites nouveautés, c'est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont courbé la face avant. La façade avant, un petit peu à l'instar du G-Flex et du G-Flex 2. Exact. Donc c'est pas mal comme ça d'utiliser une technologie maison qu'on retrouve sur le G-Flex 2 et qu'on retrouve sur les téléviseurs LG également, et d'appliquer au téléphone. Donc moi j'aime bien le petit écran courbé sur l'avant. Et puis l'argument de s'il tombe sur la face écran, ça se tient. L'écran est du coup moins fragile puisque l'écran n'est pas en contact avec la table, avec la surface si on le pose. Ensuite, le cuir derrière, j'aime bien aussi, c'est un côté chaleureux. C'est assez bien. Ce que je regrette, un petit peu comme sur le G3, c'est que le son reste mono. Donc on a un seul haut-parleur qui est là à l'arrière du téléphone, alors que la concurrence sur le haut de gamme est passée sur du stéréo avec des haut-parleurs même qui arrivent à être frontaux, comme chez HTC, chez les petits copains de HTC. Et puis l'autonomie. Alors au niveau de l'autonomie, moi je trouve qu'il est moins bien que le G3. Oui, c'est ce qui ressort d'ailleurs des tests. Ça se voit. Ça correspond à... Alors il se charge super vite. Alors ils ont travaillé là-dessus, sur le quick charge, etc. Donc il se charge vraiment très très vite. Mais par contre je trouve qu'il tient un peu moins bien que le G3. Alors ça change pas grand-chose puisque les deux, on les recharge une fois par jour. En tout cas, quand on a un usage assez gourmand, on les recharge une fois par jour. Mais je suis très étonné parce que on a un petit peu reculé
sur l'aspect autonomie, à moins d'une mise à jour logicielle. C'était quelque chose qui était très mis en avant. Je me souviens du G2 qui faisait des records d'autonomie. Ah oui, le G2. C'est dommage qu'ils ont reculé sur ce critère. Et comme tu sais, Mathieu, ça c'est quelque chose par contre qui peut être réglé par la suite par des mises à jour logicielles. Oui, parce qu'il faut le dire quand même. On tape souvent sur les constructeurs, mais en ce moment il y a pas mal de problèmes sur Android Lollipop, notamment des fuites de mémoire. C'est un peu technique ce que je raconte, mais même moi qui est mon OnePlus One qui est passé sur Lollipop, je peux vous dire que si vous regardez sur Twitter, beaucoup de gens se plaignent de l'autonomie qui a radicalement descendu. Mais vraiment, moi c'est devenu impressionnant. C'est-à-dire que mon OnePlus One est passé du tout au tout, du champion de l'autonomie à vraiment quelque chose d'aujourd'hui d'alarmant, quoi. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Donc je pense que la faute aussi va également du côté de chez Google, qui on espère réglera ces problèmes très rapidement. Et Google qui lui ne ralentit pas le rythme et qui sort des versions d'Android les unes derrière les autres sans forcément les stabiliser. On espère donc que sur les prochaines 5.1 ou autres, ça soit très vite réglé. Eh bien les amis, je vous propose d'enchaîner sur ce dernier test. Et alors là, je vais vous montrer quelque chose d'absolument impressionnant. Enfin, en tout cas, c'est moi mon ressenti. Alors, regardez ce packaging. Alors déjà, le packaging, ils ont beaucoup évolué là-dessus. C'est celui du Wiko Highway Pure. Alors, son petit nom, c'est le Wiko Pure. En tout cas, c'est comme ça que disent les gens de chez Wiko. C'est drôle que je vous montre ça parce que le packaging a été vraiment très travaillé par rapport à ce qu'on connaît comme packaging chez Wiko qui nous a plutôt habitués à l'entrée de gamme. Je vous laisse le découvrir un petit peu sur la caméra du dessus. Donc vous voyez caméra hélicoptère. Ce design, ils ont pas mal travaillé le design. À l'intérieur, on a quelque chose, on a un écrin dans lequel en plus on nous livre. Je sais pas si vous voyez là. Ils ont travaillé le packaging. Ils ont travaillé le packaging au niveau des écouteurs. C'est des écouteurs qui ont l'air plutôt pas mal. Ils sont en plus assez sympas pour nous livrer ici les adaptateurs pour la carte SIM, comme vous le voyez. Donc tout est dans la boîte. C'est pas mal, c'est très bien. Quelque chose qu'on avait déjà vu sur le Wiko Axe. Et le truc qui tue, moi aussi j'aime beaucoup ça, le câble plat. Le câble plat ici, les amis, ils l'ont fait. Ça n'a pas de prix. Non mais gros effort. Alors on rigole, on dit ça en plaisantant, mais on voit pas ça souvent sur des. Alors maintenant c'est devenu les pour des grands packaging. constructeurs, il n'y a pas ce genre d'effort la plupart du temps. Bah c'est fini maintenant. On ouvre la boîte, dedans il y a. Il y a même pas le chiffon. Il y a plus de chiffon, c'est fini. Non mais par rapport au segment de prix dans lequel ils se battent, faire des efforts là-dessus, c'est pas négligeable. Des fois ça coûte pas grand-chose et ça permet de valoriser le produit qu'on aura peut-être acheté 150, 200 euros, 250 euros. Alors tout à fait. Alors là, donc on est sur le Wiko Highway Pure. Je vous le montre à l'écran. Et alors ce que je vais vous montrer qui est complètement bluffant. Très très Je vais essayer de me mettre pas trop de biais. Alors jusqu'ici vous vous dites c'est un téléphone comme les autres. Attention chez vous, le choc des images, le poids des mots. Vous avez là un téléphone mais d'une finesse absolument impressionnante. On est à 5,1 mm d'épaisseur et avec un capteur photo qu'on voit pas parce qu'il est complètement plat. Et j'en profite, j'ai le Oppo R5 qui est un modèle de finesse incroyable. On a le 4,85 mm qui sera bientôt en test sur Android MT. Et on voit que là, le capteur ressort complètement. Mais oui, parce que le problème du Oppo, c'est qu'il y fait 4,85 mm d'épaisseur, mais au plus fin du téléphone, j'ai envie de dire. Du téléphone. Parce qu'avec le capteur photo, on perd quelques millimètres. Tout à fait. 1 ou 2 millimètres. Donc voilà, ce que nous a fait Wiko là, c'est juste fou. Enfin, ça leur ressemble pas, d'une part. Surtout que je me souviens en coulisses, tu me disais que tu étais très content de l'autonomie, alors que pour le Oppo R5, je peux vous dire que c'est une catastrophe. Alors, parlons pendant qu'on découvre les images. Alors, regarde, en plus, niveau design, il est vraiment pas mal. Ouais, il est très sympa. En main, c'est assez impressionnant. On va regarder la vidéo, parce que pour une fois qu'on peut admirer une vidéo Wiko, qu'une vidéo Wiko est bien faite et qu'elle met bien en valeur le produit. Let me go.
Alors, il y a aussi, c'est vraiment ce téléphone. Moi, je pense que Wiko passe un cap. Parce qu'ils sont alors aussi bien au point de vue produit, donc ils ont profité de ce produit vraiment très marquant, j'ai envie de dire, pour lancer une nouvelle campagne de communication, et ce nouveau slogan qui est Game Changer, et en plus une extension sur toute l'Europe. Donc maintenant ils sont présents dans toute l'Europe, après s'être implantés fortement en France. Donc on rappelle que Wiko c'est une société qui est implantée à Marseille, qui fabrique ces téléphones comme tout le monde, qui les assemble en Chine, qui appartient au groupe Tino, qui est un groupe chinois. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que donc ils sont numéro 2. Ça, c'est le deuxième vendeur de téléphone en France. Et ils arrivent avec ce téléphone-là qui s'adresse carrément à une autre catégorie. On est sur le haut de gamme de Wiko en tout cas. On reste dans des prix abordables puisqu'on est à 299 €. Voilà, on est à 299 €. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là au niveau des specs? On a un téléphone 4G. On a un petit peu un mix entre des specs qui sont vraiment très bien et puis des specs finalement d'entrée de gamme. Puisqu'on est sur un téléphone 4G, on a un processeur quad-core 1,2 GHz. On nous dit que c'est d'ailleurs Android Games qu'on salue, nous disent que c'est un S410. C'est ça, c'est exactement ça, c'est un S410. Donc là on est plutôt sur de l'entrée de gamme aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Au niveau processeur. Alors par exemple mon Oppo R5 il a un S615, c'est déjà plus milieu de gamme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a donc une épaisseur, je l'ai dit, de 5,1 mm. Et ce qui est bluffant, c'est qu'ils ont fait ça assez bien. Comme vous voyez à l'écran, on a une bande métallique sur le côté qui donne une impression de finesse encore supérieure, puisque cette bande, elle fait 2,3 mm d'épaisseur. Ils sont malins. Très très bien joué. Ils sont malins. Au niveau du poids, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années, j'ai envie de dire. Il est sous les 100 grammes. Ah oui. On a 98 grammes. Impressionnant. 98 grammes. Alors moi, pour tout vous dire, je l'utilise depuis quelques jours et il y a des moments de la journée où je suis en panique parce que j'ai l'impression que je l'ai perdu. J'ai des gros coups de flip où je vérifie s'il est encore là. J'ai plutôt l'habitude d'avoir des téléphones de 150 grammes maintenant que de 98. Quoi d'autre? Alors on a un écran 4,8 pouces. On en est un petit peu en dessous des 5 pouces. 4,8 pouces en HD. On est un écran AMOLED quand même. On a 15 Go de RAM. On a un seul giga de RAM. Et puis des APN, des capteurs 8 mégapixels d'un côté, 5 mégapixels de l'autre, sachant que c'est des capteurs Sony. D'accord. Donc plutôt, moi je pense en fait, ce que tu payes dans ces 299 complètement, c'est le design. C'est le design, la finesse. Il n'y a pas de plastique, les amis. Le packaging, le contenu. Ça n'a pas l'air d'être du plastique. Non, c'est entièrement métallique. Voilà, c'est donc vraiment ils continuent dans leur montée en gamme. Et ils font une très belle percée en Espagne et au Portugal, qu'on entend beaucoup parler d'eux. Bon, et ben voilà, c'est fini. On va se quitter sur ce téléphone qui nous a pas mal impressionné. Merci Mathieu, merci Jason d'avoir été avec nous ce soir. Alors, merci chez vous également. Et puis on fait un coucou à Marie, on lui dit à bientôt dans le prochain Andromaque. On vous fait des bisous. Et à bientôt.